dire. Voilà, je passe la parole à Marina Ferrari. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce matin pour étudier le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2023. Je tiens en préambule à rappeler les objectifs de ce texte, qui sont équilibrer et pérenniser notre système de retraite, tout en corrigeant certaines inégalités du système actuel. Des éléments de contexte me semblent nécessaires à ce stade pour objectiver le débat sur cette réforme des retraites. Nous sommes confrontés à une démographie défavorable qui pèse sur les équilibres de notre régime de retraite par répartition. Le vieillissement de notre population s'accélère. Dans sa dernière publication, l'INSEE indique qu'au 1er janvier de cette année, 21,3% de notre population est âgée de 65 ans ou plus. L'espérance de vie à la naissance est actuellement, vous le savez, de 79,3 ans pour les hommes et de 85,2 ans pour les femmes. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ces derniers jours, l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans a augmenté sur les 10 dernières années, de plus 0,8 ans pour les hommes et de plus 0,9 ans pour les femmes. Parallèlement, notre indice conjoncturel de fécondité se situe à un point bas de 1,8 enfants par femme et notre natalité est historiquement faible. De ce fait, le ratio du nombre d'actifs cotisants par rapport au nombre de retraités sur lequel repose notre système par répartition ne cesse de se dégrader. À ce jour, nous avons 1,7 actifs par retraité et le ratio devrait descendre à 1,2 d'ici 2070. Ce problème démographique a une incidence directe sur l'équilibre de notre système, dont les ressources reposent pour 79% sur les cotisations sociales, pour 12% sur les impôts et taxes affectés, pour 7% sur les transferts d'organismes tiers et pour 2% par les prises en charge de l'État pour compenser les déséquilibres de certains régimes spéciaux. Ainsi, dans l'ensemble des scénarios présentés par le corps, nous ferons face à des déficits importants dans les années à venir. En 2027, le déficit du système de retraite atteindrait 12,3 milliards, alors même que l'âge conjoncturel moyen de départ en retraite atteint déjà en 2020 62,4 ans. Le déficit se creuserait par la suite dans la quasi-intégralité des scénarios. Dans les scénarios centrales retenus par le gouvernement et qui restent, d'après le Haut Commissariat aux finances publiques, relativement optimistes, le déficit de notre système de retraite atteindrait 0,5% du PIB en 2040, soit presque 24 milliards d'euros. Ce solde se dégraderait jusqu'à atteindre 0,8% du PIB en 2070. Même dans le plus favorable, il se trouve que c'est aussi le plus improbable des scénarios étudiés par le corps, le système ne retrouverait un équilibre qu'au milieu des années 2040. Ces constats sont sans appel et ne devraient pas être sujets, me semble-t-il, à interprétation. À cet égard, je rappelle que la convention EEC, pour effort de l'État constant, est utilisée par le corps à titre pédagogique et ne reflète ni la réalité de notre système juridique, ni l'évolution normale et logique de la contribution de l'État au système de retraite. Lors de l'audition du Haut Conseil des finances publiques, j'ai entendu ici qu'il ne revenait pas au système de retraite de réduire les dépenses de l'État. Cela s'entend. D'ailleurs, ce projet, il est important de le rappeler, n'a pas d'autre objet que d'équilibrer notre système de retraite et d'apporter des ressources pour financer des mesures de réduction des inégalités dans la redistribution des pensions de retraite. Pas un euro collecté par cette réforme n'ira à autre chose qu'aux retraites. Mais permettez-moi tout de même de dire que je pense qu'il ne revient pas non plus à l'État, hors bien sûr sa contribution d'État employeur, et donc aux contribuables, de payer les déficits des régimes de retraite et notamment des régimes spéciaux qui se trouvent en situation de déséquilibre structurel. De ce point de vue, le texte proposé inscrit la recherche d'un principe d'équité entre nos concitoyens et propose l'alignement avec le droit commun des régimes spéciaux et de la fonction publique. Nous allons donc, mes chers collègues, examiner des mesures en recettes et en dépenses, dont une grande partie constitue des avancées. Sans pouvoir réparer toutes les inégalités de la vie, la réforme doit pouvoir les atténuer. Notre assurance vieillesse est déjà fortement redistributive. Il y a moins d'inégalités dans les pensions que dans les salaires. Pour préserver ce trésor, il nous faut rétablir un équilibre financier qui lui permette de perdurer. Alors, concernant les mesures en recettes, ce budget rectificatif de la sécurité sociale comprend un article liminaire dont il ressort que le solde de l'ensemble des administrations publiques et celui des administrations de sécurité sociale demeurent respectivement évalués à -5 et plus 0,8% du PIB en 2023. La prévision de croissance de ce dernier étant, elle aussi, maintenue à 1%. Que retenir sur le périmètre plus restreint de la loi de finances rectificative ? Après un record de moins 39 milliards d'euros en 2020, qui est lié à la dégradation de la crise sanitaire, le solde des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV a été arrêté à moins 24,3 milliards en 2021 et devrait s'établir à moins 18,9 milliards en 2022. En décembre dernier, la prévision était de moins 7,1 milliards pour 2023. L'incidence immédiate des revalorisations du montant minimum des pensions et autres dispositifs d'accompagnement que le gouvernement et la majorité proposent invitent à envisager le solde de l'année en cours à moins 8,8 milliards
pour les régimes de base stricto sensu et à moins 7,5 milliards en incluant le Fonds de solidarité vieillesse. Autrement dit, et je m'adresse à une partie des oppositions qui souhaitent rejeter ce texte, de nouveaux droits sont ouverts immédiatement qui nous permettent de remettre en même temps le système d'ensemble sur une trajectoire favorable. Le déficit de notre système de retraite serait de 12,3 milliards en 2026 contre 15,7 sans la réforme, le point d'équilibre se situant, vous le savez, vers 2030. Ce projet de loi de finances rectificative comprend 2 mesures en recettes. La première ne concerne pas la réforme à proprement parler, mais porte sur le rejet du projet de transfert aux URSSAF des prélèvements de 5 régimes, notamment l'Agirc-Arrco. Malgré l'indéniable succès des démarches de centralisation en matière de collecte des assurances chômage ou d'assurance vieillesse des libéraux, il faut prendre acte du fait que les partenaires ne sont pas favorables à la poursuite de ce chantier. Fidèle à sa volonté de dialogue et de concertation, et conformément aux préconisations de plusieurs députés de la majorité du groupe Les Républicains, le gouvernement propose de revenir sur cette dernière étape. La seconde mesure est la création d'un index senior. Bien que les précédentes réformes portant report de l'âge légal de départ à la retraite ou allongement de la durée de cotisation aient été favorables au taux d'emploi des seniors, celui-ci reste encore inférieur à la moyenne européenne et se situe à 56% pour l'ensemble des personnes de 55 à 64 ans et à 33% pour celles de 60 à 64 ans. Le texte propose plusieurs mesures pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors et pour mieux les accompagner dans leur parcours professionnel, notamment pour ceux exposés à la pénibilité. Pour les mesures en dépenses, pour équilibrer le régime, il aurait été possible de retenir la voie injuste de la diminution des pensions servies ou l'autre voie que je juge déraisonnable au regard de notre taux de prélèvement obligatoire de l'augmentation des cotisations sociales. Dans la première hypothèse, les baisses des pensions de retraite s'élèveraient en moyenne à plus de 103 € annuels en 2023, 684 en 2027 et 719 en 2030. Dans la seconde hypothèse, un rééquilibrage par une hausse des cotisations salariales et patronales représenterait environ 408 € en 2027, 442 en 2030. Ces hypothèses viendraient percuter toutes deux le niveau de vie de nos concitoyens, qu'ils soient retraités ou actifs. Refusant d'utiliser ces leviers, le gouvernement a préféré décaler de 2 ans l'âge de départ à la retraite et accélérer les effets de l'allongement de la durée de cotisation, permettant de liquider une retraite à taux plein, allongement déjà acté par la réforme Touraine de 2014. Pour équilibrer le système, ces 2 mesures sont bien nécessaires. Mais le projet de loi ne se limite pas à ces dispositions, je l'ai évoqué, il corrige également certaines inégalités de la vie. Ainsi, il pérennise des dispositifs, comme la retraite anticipée pour carrière longue ou la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Il corrige certains dispositifs existants, avec la revalorisation du minimum contributif pour les futurs retraités, au nombre de 180 000 et non 48, comme j'ai pu l'entendre, mais aussi pour le 1,8 million de retraités actuels, avec l'objectif pour un salarié à carrière complète, à temps plein et au SMIC de verser une pension de retraite équivalente à 85% du SMIC. Le montant de la pension minimale de référence sera revalorisé dans les mêmes proportions. Le relèvement et l'indexation sur l'inflation du plancher de récupération sur succession de l'ASPA de 39 000 à 100 000 €. La prise en compte pour la retraite anticipée pour carrière longue et pour le calcul du MICO des trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse du parent au foyer. La meilleure prise en compte de la pénibilité avec l'abaissement des seuils pour le travail de nuit et le travail posté. La prise en compte dans le cumul emploi-retraite des cotisations qui généreront un nouveau droit à la retraite et la validation pour le calcul de la retraite des périodes travaillées en TUC et autres dispositifs de stage. Le projet de loi crée également de nouveaux dispositifs comme l'instauration d'un départ à la retraite anticipé pour les travailleurs en inaptitude ou en invalidité et la création d'une assurance vieillesse pour les aidants. Pour terminer mon propos, et parce que les mesures de ce projet de loi nous engagent pour les décennies à venir, j'appelle de mes vœux, ainsi que les députés du groupe démocrate, l'inclusion d'une clause de revoyure sur ce texte à horizon octobre 2027. Cette disposition nous permettrait d'évaluer les impacts financiers et sociaux de la réforme à mi-parcours et d'en tirer les conséquences. Mes chers collègues, les 2 marques d'un système de retraite juste sont l'équilibre financier d'une part, qui permet d'assurer un versement des pensions, et le traitement le plus équitable des situations individuelles, en portant une attention particulière sur les plus difficiles. Ce projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale déposé par le gouvernement tend à répondre à ces 2 ambitions, et je vous inviterai donc à l'adopter. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.